Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à Elite TV 1 International qui invite aujourd'hui M. Léandre Saïri. Monsieur, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de Elite TV et puis vous remercier de votre invitation. C'est avec plaisir que je participe à votre émission. Bon, pour me présenter, je dirais en quelques mots que je suis Léandre Saïri et originaire de Côte d'Ivoire. Je suis enseignant de formation. J'ai enseigné en Côte d'Ivoire, en France. J'ai été chercheur à l'Université de Montréal, au Canada. Je suis aussi écrivain. J'ai publié plusieurs livres dont les titres seront évoqués tout à l'heure. Je m'intéresse également à la communication et dans ce domaine-là, je suis directeur de publication d'un journal libre et indépendant qui s'appelle Le Filament Magazine. Bon, j'ai choisi de vivre en Angleterre après avoir vécu pendant des années et après avoir enseigné pendant longtemps en France. Je vis actuellement aux États-Unis, en Angleterre, pardon, où je me sens beaucoup plus à l'aise pour consacrer le reste de ma vie à ma famille et à l'écriture. Mon site internet est en construction, sera disponible probablement à partir du mois prochain, où on pourra voir ma biographie détaillée et ma bibliographie. Et puis également, ma biographie je suis en train de l'écrire dans un livre que, pour l'instant, j'ai donné comme titre Un chemin de vie. Voilà brièvement dit quelques éléments de ma vie. Encore revenu en Côte d'Ivoire, vous avez enseigné en Côte d'Ivoire. Dans quel lycée, quelle matière vous avez pu enseigner? Alors, après ma licence à l'Université d'Abidjan, j'ai fait l'ENS, donc l'École normale supérieure d'Abidjan. Et suite à cela, j'ai été affecté donc, au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, ça a été mon premier poste. Puis du lycée de Korogo, j'ai été muté à Béoumi, de Béoumi à Mans, de Mans à Bouaflé, de Bouaflé à Fakoubli, et Fakoubli a été mon dernier poste avant que je prenne le chemin de l'exil en 1987. Pourquoi vous êtes exilé? Pourquoi? J'ai pris le chemin de l'exil parce que en 1986, nous avons à notre congrès, donc j'étais un des responsables du SYNESI, qui est le syndicat national des enseignants du secondaire, et nous avons eu des problèmes avec le régime, donc à l'époque, le régime de Fouet, et nous étions tous menacés d'arrestation. Certains amis et camarades de lutte ont été incarcérés, et j'ai eu l'opportunité de quitter le pays avant même que je sois arrêté par la police, et c'est ainsi que je me suis retrouvé d'abord au Burkina, ensuite en Tunisie et en Côte d'Ivoire en passant par l'Italie, en France en passant par l'Italie. Voilà un peu, si vous voulez, un peu mon chemin d'exil. Vous disiez tout à l'heure, vous avez enseigné à Paris, en France. Oui, en France j'ai enseigné dans plusieurs lycées et collèges. Mon premier poste en France a été le lycée Watteau de Valenciennes, où j'ai eu vraiment plaisir à retrouver ma profession d'enseignant, et où le cadre était vraiment très intéressant parce que ce lycée m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris et a apporté beaucoup à ma carrière d'enseignant en fait. Ensuite, vous êtes parti à Montréal? Oui, entre-temps j'ai soutenu ma thèse à la Sorbonne, et où sans aucun orgueil, où j'ai eu la mention très honorable, qui est la plus haute mention qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Et puis, ma thèse a été... Enfin, j'ai eu les félicitations du jury pour la thèse que j'ai soutenue sur le surréalisme et un écrivain franco-espagnol qui s'appelle Fernando Arrabal. Ensuite, j'ai eu en 96, j'étais allé visiter le Canada, et j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste d'enseignant-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle communément l'UQAM, pendant 2 ans. Et à la fin de mon contrat, je suis revenu en France reprendre l'enseignement. Voilà. Et puis, je suis allé en 2002, je suis retourné en Côte d'Ivoire
où j'ai enseigné pendant 2 ans à l'université d'Abidjan et à l'ENA. Oui. Quelle matière? Français et enfin littérature et expression écrite. Alors j'étais chargé de cours d'enseignement, enfin j'étais chargé d'enseignement de littérature et d'expression orale, d'expression écrite, on va dire, dissertation, commentaires, etc. Mais j'ai eu à aussi faire un cours à l'université d'Abidjan. Le cours était intitulé diffusion le livre et la diffusion de la pensée. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce cours parce qu'il s'agissait de voir comment est perçu le livre en Afrique, comment est diffusé le livre et comment la pensée peut être diffusée en Afrique avec le livre. J'ai beaucoup aimé ce cours et voilà, en fait, bon, j'ai été obligé de revenir en Côte d'Ivoire, non seulement à la fin de mon contrat, mais j'ai eu... Vous n'avez pas eu de problème quand vous êtes retourné en allant demander l'asile? Non, mais le régime, entre-temps, le régime avait changé. Et donc, j'étais content de retourner en Côte d'Ivoire parce que après 18 ans d'exil, je suis revenu dans mon pays. J'ai vu que les choses avaient changé et je suis revenu en Côte d'Ivoire, en France, parce que les conditions de mon séjour en Côte d'Ivoire ne m'ont pas été satisfaisantes. Voilà. Ok, merci. Revenons à vos ouvrages. Vous avez écrit plusieurs livres. Oui. Nous avons eu l'honneur de présenter tout à l'heure à nos caméras. Oui. Voilà, le premier livre, c'est Les obsèques de Bailly Oromé. Oui. Alors, c'est pas mon premier livre en fait. Oui. Mon premier livre, c'est La victoire par la voie des urnes, que je n'ai pas, qui n'est pas là en ce moment. Oui. Ce livre, j'ai essayé de voir, d'analyser un peu la situation politique dans les pays d'Afrique par rapport au régime en place avec alors le parti unique et puis comment les choses peuvent évoluer. Et je me suis rendu compte que la victoire par la voie des urnes pouvait changer beaucoup de choses dans la situation en Afrique. Et ça a été donc mon premier livre, La victoire par la voie des urnes. Et Les obsèques de Bailly Oromé est un livre que j'ai publié pendant mon séjour en Côte d'Ivoire en 2002. Et là, j'ai réfléchi sur l'opportunité aujourd'hui de nos traditions. Et je me suis attardé spécifiquement sur les obsèques pour voir si aujourd'hui nos traditions ne nous amènent pas en arrière, si on ne peut pas les adapter et s'il n'est pas possible d'intégrer les valeurs humaines plutôt que de nous attarder sur les traditions, les coutumes et les us que nos ancêtres nous ont légués. Donc je critique en quelque sorte les obsèques, les funérailles qui nous ruinent et qui ne nous avancent pas à grand chose. Ok. Les obsèques de Bailly Oromé. Les obsèques de Bailly Oromé. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre dans laquelle je mets en scène les Africains et comment se font les funérailles dans nos pays. Ok. Maintenant, le deuxième livre de l'accusation. Alors, le deuxième livre, accusation, bon, je m'accuse d'abord moi-même. Oui. J'accuse tout le monde. L'accusation est partie du fait que j'ai réfléchi à ce qui nous arrive en Côte d'Ivoire. Oui. Je me suis rendu compte que très souvent, nous avons l'habitude dans notre pays d'accuser les autres. Oui. Et j'invite les uns et les autres à nous interroger, à nous accuser d'abord. Quand il y a un problème, il faut que nous apprenions, nous sachions nous accuser d'abord avant d'accuser les autres. C'est trop facile, même dans un divorce, très souvent on accuse la femme parce que c'est elle qui ne s'est pas mal comportée, mais nous ne nous accusons pas nous-mêmes. Donc accusation, c'est de dire, quand le mal est arrivé, qu'est-ce que moi, quelle est ma part, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait. Et vous parlez aussi dans un troisième livre, Monica de l'injustice et de la justice. Oui, bon. Alors Monica ou de l'injustice, de la justice. Oui. Alors ce livre m'a été inspiré par un ami qui est magistrat en France, avocat en France, et qui m'a demandé d'assister à une audience où il défendait un jeune Sénégalais accusé d'avoir violé sa femme, en fait. Et j'ai trouvé ça à peu près insolite et ça m'a donné l'occasion d'écrire ce livre où je vois là, un avion. Alors l'avion parce que en fait il s'agit du jeune Sénégalais qu'une Française est venue épouser en Afrique et qui donc quitte son pays
pour se rendre en France, vivre avec sa femme. Et là-bas, les choses sont très mal passées. Ce jeune garçon sénégalais s'est retrouvé en prison sous prétexte qu'il il a violé sa femme. Et le fait de violer sa femme me paraissait un peu incohérent par rapport à une vie de couple. Voilà, ceci explique la violence sur la couverture. Ok. Et donc le deuxième livre écrit par Léandre, encore Contes d'actualité. Voilà, il y a un crapaud là, ça veut dire. Alors le crapaud, j'explique que très généralement, enfin c'est le crapaud pour dire méfions-nous des apparences, en fait. Et très souvent, nous nous arrêtons aux apparences. Il faut aller en profondeur. Parce que le crapaud, c'est le symbole de la pluie, c'est le symbole de la fécondité. Mais souvent, les gens s'arrêtent à son aspect qu'on trouve un peu laid. Et au lieu de voir le travail et ce qu'il fait dans la vie, on s'arrête plutôt à son aspect, à sa laideur. Donc ce crapaud, je l'ai pris pour illustrer mon livre parce que je me dis, au-delà de ce qu'on voit, il faut aller, souvent nous ne prenons pas le temps d'aller plus loin dans nos recherches, dans nos prises de position. Aussi la lettre ouverte aux Noirs qui ne lisent pas. Alors, la lettre ouverte aux Noirs qui ne lisent pas, c'est une lettre qui m'a été là aussi inspirée par un Américain qui s'appelle Dilly, qui dit au cours d'une émission aux États-Unis que les Noirs ne lisent pas, et tant que les Noirs ne lisent pas, ils seront les esclaves des Blancs. Et moi, donc j'appelle dans cette lettre ouverte aux Noirs qui ne lisent pas, je demande aux Noirs de lire, je les invite à lire, à se cultiver, à avoir des connaissances pour d'abord éviter... Est-ce que ce message a été perçu par les Noirs en Amérique? Je pense que il y a eu beaucoup d'écho. Et moi, j'ai eu ce message par rapport à certains Africains, certains Noirs qui ont écouté le message, parce que c'était un message radiodiffusé. Et donc, moi, je crois que ça a été largement diffusé. Maintenant, est-ce que les Noirs ont pris conscience de l'importance de la lecture? Ça, je ne sais pas. Mais moi, ce livre-là, je l'ai largement diffusé. Et voilà. Ouais, le sixième livre dit le bon usage de la répétition. Oui, le bon usage de la répétition dans l'expression écrite et orale. Et en fait, mon dernier livre que j'ai publié en France l'année dernière, et j'ai réfléchi sur le thème de la répétition en tant que malheur, en tant que moyen, en tant que valeur, en tant qu'outil d'éducation et en tant qu'outil d'expression orale ou écrite. Comment comment on peut utiliser la répétition pour mieux s'exprimer, et comment on peut éviter la répétition pour ne pas lasser l'auditoire. Et voilà les valeurs, les éléments que j'analyse dans ce livre-là. Par exemple, quand je dis Paul, vous êtes notre porte-parole, bon, je le dis tout simplement, je peux utiliser la répétition en disant Paul est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, par exemple. Voyez-vous? Et donc, en utilisant la répétition, j'améliore la chose, je rends plus expressif ce que je veux dire. La répétition est une élégance intellectuelle. Exactement. Beaucoup d'écrivains ont utilisé, beaucoup d'hommes politiques ont utilisé la répétition. On se rappelle que à la dernière élection présidentielle en France, Hollande avait utilisé « moi président, je ferai ceci, moi président, je ne ferai pas ceci ». Et on s'est rendu compte qu'à la fin de son discours, Sarkozy était pratiquement, j'allais dire KO, n'avait pu relever le défi, étant donné que Hollande avait utilisé la répétition et les mots justes pour... Monsieur Léandre, professeur, écrivain, pourquoi vous vous êtes initié à l'écriture? Pourquoi? J'ai décidé je suis à l'écriture parce que j'ai enseigné pendant longtemps en France. Pendant longtemps. Donc vous... Oh si. Je suis aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir et honneur de savoir que même sur Facebook, beaucoup de mes anciens élèves se souviennent, vous savez, il y a plusieurs enseignants dans une classe, et je suis toujours heureux de savoir que certains élèves se souviennent de moi. Ah oui, monsieur, j'ai été votre élève, et ça fait toujours plaisir. Je me suis dit, à un moment donné de sa vie, il faut savoir arrêter. Donc j'ai enseigné, j'ai eu beaucoup d'élèves. Mes élèves ont aujourd'hui des fonctions. Je leur laisse la place
pour me retirer. Et puis je me dis que l'écriture est l'une des deux choses que j'ai choisies pour terminer ma vie. J'ai choisi de consacrer le reste de ma vie à ma famille et j'ai choisi d'écrire parce que je veux mettre sur papier l'expérience que j'ai vécue et ensuite je voudrais aussi faire exploiter les éléments des cours que j'ai donnés. Voilà des éléments. Et puis je voudrais également donner ma position sur les événements qui ont cours dans le monde. D'où les livres que je publie et le journal que je dirige en fait et que j'ai créé. Voilà. Ok, merci monsieur le professeur. Mais votre journal paraît quand? Bon, notre journal a été créé en 2009. Donc c'est un journal qui paraît depuis 2009 et que nous avons suspendu ces derniers temps par rapport à des problèmes techniques. Donc en mai, nous reprenons la publication du journal. Alors le journal s'appelle le Filament Magazine. Le filament, c'est le petit fil qui est dans la lampe et qui grâce auquel la lampe vit. Quand le filament se casse, il n'y a plus de lumière. Monsieur Léandre, oui. Vous êtes en Angleterre et vous lancez les flèches aux gens à Abidjan. Oui. En réalité, vous recherchez quoi exactement? Bon, je ne lance pas de flèches. J'interviens dans le débat politique. Parce que d'abord, il faut savoir ce que c'est que la politique. Politique, ça vient de police, qui veut dire la cité. Et la cité, la politique, c'est politiquer, c'est-à-dire les affaires de la cité. Et donc la politique consiste à s'intéresser aux affaires de la cité, c'est-à-dire du lieu où l'on vit. Et c'est pourquoi je crois avoir le devoir et avoir le droit d'intervenir dans le débat politique de mon pays. Et c'est pourquoi j'interviens sur Facebook, c'est pourquoi j'interviens aussi dans le journal Le Filament Magazine, où j'ai une rubrique qui s'appelle « Ce que je pense ». On recherche quoi à ce moment-là? Ce qu'on recherche, oui, c'est que la vie s'améliore. Que la vie s'améliore. Que les gens n'exploitent pas les autres. Au nom de quoi, par exemple, quelqu'un peut décider comme ça de se lever et d'aller coloniser d'autres personnes? Qui l'autorise à faire ça? Au nom de quoi, par exemple, la France se permet de dire aux Syriens d'avoir le président que eux, les Français, ils veulent? Pourquoi? Vous étiez en France. Vous êtes parti en exil en France. S'ils n'étaient pas bons, vous n'êtes pas allé là-bas. Je suis allé en exil en France parce que la France est le pays, est la patrie des droits de l'homme. Et quand je suis arrivé en France, on m'a reconnu réfugié politique. Donc j'avais raison de venir. Je suis allé au Burkina. J'ai très mal vécu au Burkina. J'ai vécu d'une manière plus ou moins bien en Tunisie, mais en France, on m'a reconnu le statut de réfugié politique. C'est ça aussi, la France. C'est ce double aspect d'un pays qui se réclame des droits de l'homme et qui, en fait, quelquefois, agit de façon incongrue dans les pays du tiers-monde. Ok, revenons à la Côte d'Ivoire. Oui. La situation de la Côte d'Ivoire. Quelle est votre opinion? Bon. La politique du nouveau régime. Moi, je suis un opposant au nouveau régime. Parce que, d'abord, je suis un homme de gauche, je suis un anticonformiste et je suis un progressiste. Alors, progressiste, ça veut dire quoi? Pour moi, la vie doit évoluer. Je n'aime pas les situations statiques. Et je veux que les choses avancent, que les choses progressent. Et moi, en tant qu'enseignant, je ne pardonnerai jamais au président Alassane Dramane Ouattara d'avoir fermé les universités ivoiriennes pendant 1 an dès son arrivée au pouvoir. Je ne peux pas lui pardonner cela. Et je ne peux pas collaborer, je ne peux pas accepter son régime. Puisque aujourd'hui, quand on parle de Ouattara, on parle du rattrapage, qui n'est pas une politique. C'est des querelles, c'est des vengeances qui n'ont rien à voir avec la politique. Ah oui, je suis opposé au régime d'Alassane parce que pour moi, je ne peux pas lui pardonner. C'est parce que vous n'avez pas appelé pour un poste ministériel? Je n'ai jamais cherché de poste. Jamais, ça ne m'a jamais intéressé. Même avec Gbagbo. Je peux vous le dire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Ma vie, ce n'est pas les postes de politique qui m'intéressent. Je suis allé en Côte d'Ivoire en 2002, je vais vous le dire. Je suis allé en 2002 en Côte d'Ivoire. Je connais tous les gens qui sont avec Gbagbo. Je connais Gbagbo Laurent. Et un de ses ministres m'a appelé pour être son chef de cabinet. J'ai refusé.
Je dis, je suis venu enseigner, j'enseigne et je retournerai en France quand j'aurai fini ma mission. Ça ne m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, le régime, le président Alassane est malade. Oui. Ben, bon, d'abord, il est malade. Bon, je ne sais pas si je lui souhaite bonne guérison, ça pourrait avoir un effet. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un homme qui est malade. Et devant la mort, la maladie de quelqu'un, on ne peut pas dire autre chose. Mais moi, personnellement, je souhaite la fin de ce régime-là. Mais vous êtes contre l'intervention du ministre Éric Kaye? Oui, parce que... Il souhaite qu'il soit bien établi. Non, qui demande de... Non, moi, je ne dis pas que Éric Kaye est responsable et comptable de ce qu'il dit. Ça ne m'engage pas du tout. Mais je dis que le fait... Non, ce que je n'ai pas aimé chez M. Éric Kaye, c'est de dire que ceux qui souhaitent sa mort font mal. On a vu dans tous les pays du monde, quand quelqu'un est au pouvoir, il y a des opposants, il y a des supporters, il y a des opposants, et les opposants ne souhaitent jamais que celui qui est au pouvoir reste éternellement. Est-ce que vous savez les affres que Éric Kaye a subies? Vous avez vu son domaine à Diopé? Je ne parle pas de la vie d'Éric Kaye. Ah, oui, Éric Kaye a subi ce que d'autres Ivoiriens ont subi. C'est pas parce qu'on a cassé ta maison, parce qu'on a... Est-ce que vous savez ce que j'ai subi? Vous savez ce que j'ai subi? Nous ne parlons pas de ce que chacun a subi. On est dans les émotions là. Qu'est-ce que j'ai subi? On a tué mon père, on a tué ma mère. On n'est pas dans ce domaine-là. Ce que nous disons, quelles sont les déclarations que nous donnons qui nous engagent vis-à-vis du régime? C'est ça qui est important. Voilà ce que je veux dire. Moi, ce que Éric Kaye a dit, il prie, je prie. Mais il ne faut pas interdire aux gens faut pas appeler les gens à prier, il ne faut pas interdire aux gens d'être contre. Il y en a qui souhaiteront la mort d'Hitler, il y en a qui l'ont souhaité, pendant que d'autres voulaient qu'il soit au pouvoir, pendant que d'autres bouffaient avec Hitler. C'est comme ça. De Gaulle était au pouvoir, il y en a qui ont mangé avec De Gaulle, il y en a qui n'ont pas mangé avec lui. Okay, c'est la vie. Que vous interpelle la situation actuelle? Ben, je crois que M. Alassane Ouattara a fait beaucoup de promesses. La plupart des promesses n'ont pas été tenues. À part le saupoudrage qu'on fait avec les voitures, avec les rues, avec les autoroutes qu'on construit, la vie des Ivoiriens, est-ce qu'elle a réellement changé? Aujourd'hui, l'école n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la santé est en péril. Aujourd'hui, vous savez, le quotidien des Ivoiriens n'existe même pas. À partir de là, oui, je peux dire que je souhaite vivement que le régime change. Merci monsieur. Regardez votre caméra et dites un mot à nos téléspectateurs. Ben, un mot que je peux dire aux téléspectateurs, c'est je souhaite que les Ivoiriens désormais utilisent leur tête, non plus pour porter les cheveux et les calvities, mais utilisent leur tête pour réfléchir, pour s'engager résolument dans des actions qui puissent amener la Côte d'Ivoire à vivre une nouvelle ère, à vivre résolument dans l'ère du temps. Et je demande que, je souhaiterais que la situation de notre pays ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que nous avons des potentialités, que ce soit au plan humain ou au plan matériel ou au plan des ressources. Nous avons beaucoup de choses et nous pouvons faire de ce pays-là un Eldorado. Et je souhaite que les Ivoiriens aient le courage et la force de... Merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup.